Abbas Moutran, bonjour. Bonjour, Merci de nous accorder cette interview pour Les Non-Alignés. c'était un Nous plaisir. étions vus déjà à deux reprises, en 2014 et en 2015, je crois. Oui, tout à fait. Pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous parler de comment ont été perçues les élections américaines au Moyen-Orient? Est-ce que l'élection de Trump a changé la donne au Liban et en Syrie? L'élection de Trump a été perçue comme étant un grand changement. Parce qu'il était clair que l'establishment à Washington souhaitait la victoire de Hillary Clinton. Et beaucoup d'éléments pro-saoudiens et certains islamistes espéraient que cette politique de Clinton allait être contre les Russes, donc d'une certaine manière allait aider le camp qui est en opposition avec Damas et avec le Hezbollah et le clan qui est antisioniste en Orient. Vu sous cet angle, tout le monde a été surpris par la victoire de Trump. Mais une fois la nouvelle administration au pouvoir, ils ont constaté que la politique américaine était surtout une politique de continuité. On a constaté ceci à travers plusieurs éléments. Premièrement, l'aide donnée aux Kurdes. Les Kurdes américains étaient toujours le principal point soutenu par les Américains, que ce soit en Syrie ou en Irak. Il est clair qu'actuellement, l'administration Trump a augmenté l'aide aux Kurdes. Nous avons actuellement en Syrie un bon quart nord-est du pays qui est complètement inféodé aux Kurdes, sous l'appellation la milice démocratique des forces démocratiques syriennes. Or, cette force, entre guillemets, démocratique syrienne est constituée à 90% d'éléments kurdes, qui sont estimés à 25 000. L'administration Trump a continué la politique de l'administration Obama et a fourni à ces éléments des armes très sophistiquées, notamment du phosphore, qu'ils ont utilisé contre Daesh et aussi parfois contre certains éléments qui n'étaient pas tout à fait avec leur politique. Cette politique a permis l'extension des zones, entre guillemets, dites kurdes, à des régions qui étaient essentiellement arabes. Cette politique a permis qu'une grande partie du nord de la Syrie soit sous contrôle kurde, jusqu'au moment où l'armée turque a senti une très grande menace. Et la Turquie s'est aménagée une zone estimée à environ 2000 km², où elle a installé des milices syriennes, mais pro-turques, sous le nom de bouclier de l'Euphrate. L'idée était de couper les zones d'influence kurdes en deux et surtout d'empêcher une région qui s'appelle Kobani d'être reliée aux zones kurdes du reste de la Syrie. Pourquoi? Parce qu'au cas où cette zone était aussi reliée à la région kurde, la ville d'Alep aurait été pratiquement encerclée par les milices kurdes, ce qui constitue une menace fondamentale pour l'État turc. Il ne faut pas oublier aussi qu'en même temps, l'administration Trump continue à soutenir inconditionnellement les Kurdes en Irak, quoique officiellement le gouvernement américain a demandé au soi-disant gouvernement de la région dite autonome kurde en Irak d'ajourner le référendum. Parce que ce qui est très grave, c'est que le 25 septembre, la région dite autonome en Irak a prévu de faire un référendum sur la sécession définitive du Kurdistan irakien de l'Irak. Donc, si vous voulez, ils ont prévu de faire un référendum qui prévoit la fin de l'État irakien tel qu'il a été conçu en 1922 par la Société des Nations, selon les accords Sykes-Picot, et qui a accédé à la Société des Nations en 1922 après son indépendance formelle du temps des Anglais. Donc, ça serait, après le Soudan, le deuxième pays arabe à être formellement divisé au cas où le référendum va à sa fin. L'administration américaine de Trump s'est officiellement, entre guillemets, opposée à ce référendum,
mais dans les faits, rien n'est fait. Le problème des Kurdes en Syrie est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que les Kurdes en Syrie sont plus apparentés aux Kurdes de Turquie que les Kurdes d'Irak. Sans compter que le Parti des travailleurs du Kurdistan est le bras armé des forces soi-disant démocratiques syriennes qui occupent le nord-est de la Syrie. Donc, si vous voulez, le gouvernement turc voit se constituer autour de lui deux entités kurdes énormes, soutenues paradoxalement par les Américains, les Israéliens, les Russes et une certaine bienveillance iranienne. Il est quand même très choquant de voir qu'au moment où il y a un terrorisme qui s'exerce contre les populations de Syrie, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, de toute confession confondue, il y a aussi une épuration ethnique dans le nord-est de la Syrie et dans le nord-est de l'Irak, contre les populations arabes. Le problème le plus emblématique est un problème irakien, mais qu'on retrouve dans des villages de Syrie autour de Raqqa. On y reviendra si vous le voulez bien. Mais je me permets de faire une petite parenthèse dans l'affaire de Kirkouk. Kirkouk en Irak est une région à majorité arabe. Pourtant, les Kurdes, depuis 2014, ont mis la main sur la ville, sur ses richesses, et comptent l'intégrer dans ce qu'ils considèrent comme étant le Kurdistan soumis au référendum. Donc, si vous voulez, nous sommes devant un très grave casus belli qui risque de replonger la guerre l'Irak dans une guerre civile. Et cette guerre civile risque aussi d'aggraver les problèmes en Syrie. Ça, c'est en Irak. En Syrie, il est clair aujourd'hui que les Américains sont sur le terrain, ont déjà 10 bases militaires dans les régions kurdes du nord-est de la Syrie, sont en train d'épauler officiellement, on les voit, sont en train d'épauler officiellement les milices kurdes dans leur bataille à Raqqa. Ils ont utilisé le phosphore blanc contre les forces de Daesh. Mais à côté de ça, il faut aussi noter que les populations arabes, toutes confessions et toutes religions confondues, sont soumises à des exactions de la part des milices kurdes et se constitue actuellement une région autonome aussi en Syrie, qui commence aussi à revendiquer des questions de langue, des questions de territoire, des questions d'autonomie, et s'étend. Aujourd'hui, la grande question qui se pose, il y a le verrou de Raqqa, qui est symbolique. Il va de soi que quand on parle de Raqqa, on parle entre guillemets de la soi-disant capitale, du soi-disant État islamique, du fameux calife qui, s'il n'y avait pas eu tous ces massacres, aurait été quelqu'un de vraiment anecdotique, mais qui a coté des milliers de morts, et dont la capitale aujourd'hui est déjà occupée à plus de 60% par les Kurdes. Même certains disent 65%. Il y a le centre-ville même de Raqqa qui continue à résister parce que, vous savez bien, dans le centre-ville, il y a les petites ruelles, les vieilles maisons et une concentration de population. Les Américains ont peur de mettre le paquet pour ne pas faire un grand nombre de victimes. Néanmoins, Raqqa, stratégiquement, est en train de tomber entre les mains des Kurdes. Ce qui fait que vous aurez une région qui se situe exactement à l'est de l'Euphrate, qui constitue un bon quart nord-est de Syrie, qui va totalement, non seulement devenir pro-américaine et kurde, mais qui va devenir totalement nettoyée ethniquement aussi de ses citoyens arabes. Et nous aurons un changement démographique majeur dans cette région, qui s'accompagne à côté d'un référendum qu'il y aura en Irak. La grande question qui se pose, puisqu'on parle du nord de Syrie et qu'on continue dans notre développement, si vous le voulez bien. La deuxième ville après Raqqa, qui est sur le point de tomber, c'est la ville de Deir ez-Zor. Pourquoi Deir ez-Zor est importante? Deir ez-Zor et Boukamal sont les verrous de la frontière syro-irakienne. Est-ce que les Américains vont donner le feu vert aux milices kurdes et vont les épauler après Raqqa pour continuer vers Mayadin, Deir ez-Zor et Boukamal et atteindre la frontière syro-irakienne et proche de la frontière jordanienne, où les Américains ont déjà au sud de cette frontière une grande base qui s'appelle Tanaf.
une base qui leur permet de contrôler la frontière syro-jordanienne et la frontière syro-irakienne. Est-ce que les Américains envisagent une sorte de tenaille, c'est-à-dire que des forces pro-américaines qui sont en train d'être formées actuellement sous le nom de Lion du désert ou Force du désert démocratique, il y a plusieurs appellations, ils n'ont pas de coordination ensemble. Ils ont essayé de les former dans un village qui s'appelle Shaddadi, qui se trouve au sud de Raqqa et qui est proche de la frontière irakienne. Ces forces dites de la Syrie des lions ou bien de la Syrie des géants sont arabes à 100%. Mais ces forces ont mis une condition aux Américains. Ils ont dit, nous sommes prêts à coopérer avec vous parce que nous sommes des Bédouins et cette région est la nôtre. Cette région est très importante parce que c'est une région qui permet de contrôler l'accès vers l'intérieur syrien, c'est-à-dire vers les villes de Damas, de Homs, de Hama et d'Alep. Mais nous avons une condition, c'est que nous ne soyons pas sous l'ordre des Kurdes, ce que les Américains ont refusé. Les Américains ont dit, vous voulez vous-même ouvrir une bataille vers Deir ez-Zor à partir de Shaddadi et vers Abu Kamal, mais vous serez sous la coordination et la décision du commandement kurde. Et vous serez soumis aux forces de Qassad, c'est-à-dire des forces de la Syrie démocratique, essentiellement kurdes. Ce que les Arabes de la région de la Badia, c'est-à-dire de la région du désert syrien, ont refusé. D'où l'offensive qui s'est arrêtée et qui s'est concentrée sur Raqqa. L'armée syrienne en a profité pour élargir sa zone d'influence dans ce qu'on appelle la Badia, c'est-à-dire le désert, au sud de Damas et à l'est de Damas, au sud de Homs et à l'est de Homs, au sud d'Hama, et en essayant de se rapprocher le plus possible, en partant de Palmyre, vers une ville qui s'appelle As-Soukhna, qui est déjà un peu au nord-est de Palmyre, un peu au nord d'Hama. Si vous voulez, dans ce contexte, il y a la grande question de savoir est-ce qu'en fin de compte, les Américains vont permettre aux Kurdes d'atteindre Deir ez-Zor ou pas. Et Deir ez-Zor, déjà, on est dans une région arabe à 100%. Raqqa est déjà arabe à 100%, mais quand même peut-être dans certaines de ces banlieues très éloignées, il y aurait peut-être un ou deux villages kurdes. Mais si on va permettre aux Kurdes d'occuper une ville comme Deir ez-Zor ou comme Abu Kamal, là vraiment on est en train de partir très très loin d'étendre les frontières du Kurdistan. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Ça, c'est une question qui est très grave. La deuxième question, que va faire la Turquie? La Turquie a des défis extraordinaires. Premièrement, le défi kurde que je viens d'évoquer, mais ce n'est pas le seul. La Turquie occupe une région en Syrie qui est la région d'Alexandrette, que d'ailleurs le mandat français a donné à la Turquie en 1939. Au sud se trouve une ville qui s'appelle Idlib. Idlib, qui est une province syrienne qui se situe au nord-ouest de la Syrie, à l'extrême nord-ouest de la Syrie, Idlib est occupé actuellement par environ 20 000 combattants qui sont des combattants de Al-Qaïda, qu'on appelle Nosra. Nosra, c'est en fait Nusrat al-Muqatilin fi bilad mujahidin fi bilad Sham. Donc, le Nosra, c'est soutenir, c'est-à-dire les forces qui soutiennent les mujahidines dans le Sham. Le Sham étant le pays de Damas, ou le Levant qui s'étend, si vous voulez, de Gaza jusqu'en Anatolie, qui est la dénomination de la région du Levant. Donc, il y a 20 000 combattants d'Al-Nusra qui ont été réunis à Idlib. Pas d'un seul coup. Chaque fois qu'il y avait une région qui était libérée des combattants islamistes, les forces islamistes étaient dirigées vers Idlib. Donc, à Idlib se concentrent actuellement environ 20 000 combattants de Nosra, dont beaucoup de Tchétchènes et beaucoup d'Afghans et beaucoup d'Arabes qui étaient en Afghanistan, qu'on appelle les combattants afghans. À côté, il y a environ 40 à 60 000 combattants qui sont soit de l'armée syrienne libre, soit des forces, par exemple, Ahrar al-Sham, ou ce qu'on appelle les libres de Damas,
pour traduire littéralement le terme, Ahrar al-Sham, et d'autres forces islamistes comme Jamaat al-Rahman ou l'armée de l'islam, on ne va pas les citer tous. Ce sont des combattants islamistes, mais qui ne sont pas Qaïda. Ils ne sont pas comme Al-Nusra. Al-Nusra, c'est Al-Qaïda, c'est officiel. Ils ont changé de nom à plusieurs reprises, mais c'est toujours la même idéologie. Alors, le grand défi qui se pose à la Turquie, qui considère cette région comme étant sa propre région d'influence, sa dernière région d'influence en Syrie. Est-ce que la Turquie va elle-même admettre que l'armée syrienne vienne reprendre son territoire et vienne, entre guillemets, faire le boulot, c'est-à-dire liquider ou neutraliser les terroristes d'Al-Nusra dans cette région, ou bien l'armée turque va elle-même intervenir avec ses milices auxiliaires pour combattre les combattants d'Al-Nusra, pour empêcher les Kurdes ou bien l'armée syrienne officielle de reprendre Idlib, ou la Turquie va admettre de vivre avec Al-Nusra à ses frontières. Et quelle est la position des Russes dans ce cas? Est-ce que les Russes, qui sont en train actuellement, officiellement, d'intervenir en Syrie pour combattre justement Al-Nusra et pour combattre Al-Qaïda, vont accepter que ces gens-là aient un sanctuaire où il y a un apaisement qui est Idlib? Ce sont des questions très graves qui font que les zones actuellement que les Russes essayent d'instaurer, les zones qu'on appelle les zones d'apaisement, les 4 zones d'apaisement, principalement au sud, aux alentours de Damas, dans les banlieues de Damas, aux alentours de Homs et dans la région d'Idlib. Est-ce que les Turcs, et surtout les Russes, peuvent admettre qu'il y ait à Idlib une zone d'apaisement au moment où se trouve à l'intérieur de la ville et dans ses alentours, et dans ses faubourgs, et dans toute la province, environ 20 000 combattants d'Al-Qaïda? Est-ce que les Russes sont capables, eux, d'épauler l'armée syrienne pour faire une bataille aussi grande dans une région aussi proche des frontières de la Turquie qui est membre de l'OTAN? Quelle est la vraie position du gouvernement turc? La question reste posée. Est-ce que le gouvernement turc, face à la menace kurde, serait d'une manière ou d'une autre bienveillant vis-à-vis d'Al-Nusra pour pouvoir contrebalancer la force montante des Kurdes en Syrie et en Irak? Est-ce que le gouvernement turc va finir par admettre que le gouvernement syrien retrouve ses droits sur son territoire et puisse de nouveau étendre son autorité sur son territoire et puisse de nouveau reprendre le contrôle d'Idlib et qu'il finisse de soutenir les mouvements islamistes et les mouvements qu'il a soutenus depuis 6 ans en Syrie? Est-ce que Erdogan peut politiquement supporter la liquidation des éléments d'Al-Nusra sans que cela atteigne sa popularité parmi la mouvance islamiste turque et dans le monde? Je crois que les grands défis se posent à tout le monde en Syrie et dans la région. Et ces défis sont très graves. Il est malheureusement clair que ceci se fait au détriment d'un État souverain, qui est l'État de la République arabe syrienne. Ceci se fait au détriment des populations de toutes les religions et de toutes les communautés. Surtout que la région du nord de la Syrie est une région où il y a des villes historiques, comme Ninive, comme Arwad, comme... on ne va pas les citer tous, où il y a une richesse archéologique et historique et des églises anciennes et civilisations mésopotamiennes très très riches, qui malheureusement subit les affres des fondamentalistes de tout genre, ce qui aboutit à un affaiblissement de cette population, pour ne pas dire sa disparition. Nous sommes devant ce très grand défi qui continue aussi. Il faut dire qu'au sud de la Syrie, à côté donc de la base américaine de Tanaf, et aux alentours de la ville de Dera, qui est divisée en 2, et dans la région de Konaitra, à la frontière du Golan, occupée, s'instaure une zone de sécurité actuellement, parce qu'il faut quand même constater et rappeler que les combattants islamistes, même d'Al-Nusra, quand ils étaient confrontés soit au Hezbollah, soit à l'armée syrienne, étaient soutenus, soignés et aidés par l'entité sioniste. Les blessés de la soi-disant armée syrienne libre ou les soi-disant combattants islamistes étaient soignés dans les hôpitaux de l'entité sioniste et jordanienne.
il y avait une coordination très claire entre les autorités jordaniennes, les autorités israéliennes, les Américains et la soi-disant opposition militaire syrienne, qu'elle soit libérale ou islamiste, au sud de la Syrie. Donc actuellement, vous avez une région au sud de la Syrie qui regroupe une partie de la province de Deraa, une partie de la province de Konaitra et une partie de la province du Golan, où s'est instaurée la 4e zone d'apaisement, selon les termes des accords conclus. Par zone d'apaisement, le terme zone d'apaisement est un terme très laconique en droit international. Que veut-il dire vraiment? Est-ce que nous sommes vraiment dans des zones où il y aurait des forces de séparation internationale? Est-ce que c'est reconnaître un statut d'autonomie à ces zones? Quel est le futur de ces zones? Je crois que nous sommes dans la pénombre. Nous sommes encore loin de pouvoir vraiment donner, nous sommes le 30 août 2017, les choses sont en train de changer assez rapidement, mais actuellement, il est clair que pour le moment, au moment où nous avons le plaisir de faire cette entrevue, le sud de la Syrie connaît une accalmie relative par rapport aux événements qui se déroulent dans le nord. Tout ceci a une influence sur toute la région qui ne s'arrête pas en Syrie. Il ne faut pas oublier que le nombre aussi de Syriens déplacés à l'intérieur de Syrie se compte en 4-5 millions, sans compter les 8 millions qui sont en dehors de la Syrie. Moi qui suis libanais, il est bon que je rappelle qu'il y a 1,5 million de Syriens qui sont déplacés au Liban, au moment où la population libanaise dans son ensemble compte 4,5 millions de Libanais, ce qui est considérable. Et le Liban a connu aussi, vu la proximité des frontières, une installation des forces terroristes, qu'elles soient de Daesh ou d'Al-Nusra, dans l'anti-Liban, qui est la frontière entre le Liban et la Syrie. Et dernièrement, grâce à l'intervention du Hezbollah et à la collaboration et aussi à l'intervention de l'armée libanaise, le Liban a pu, hier, liquider la dernière poche que Daesh occupait au nord-est du Liban, à côté d'un village chrétien qui s'appelle Ka, qui est à un carrefour très très important entre le Liban, la Syrie, et qui est à un carrefour qui permet d'avoir accès à la région du Akkar, qui est la région côtière libanaise, et à la côte syrienne dans la région de l'Adiyeh ou dans la région de Tartous. Donc cette région qui est le Kalamoun a été nettoyée, et actuellement le Liban est devenu, pour la première fois depuis 2011, un pays où il n'y a plus de terroristes, ni de Daesh, ni d'Al-Nusra. Ceci a été obtenu grâce évidemment à l'héroïsme de l'armée libanaise, mais il ne faut pas oublier aussi que les combattants du Hezbollah ont beaucoup contribué à nettoyer l'anti-Liban des deux côtés, du côté libanais et du côté syrien, en faisant la bataille de Zabadani, en faisant la bataille de tout ce qui est le Kalamoun syrien, c'est-à-dire les banlieues de Damas, les banlieues nord-est et les banlieues sud et sud-est de Damas, et les villages qui mènent de Homs vers Damas. Je parle de Yabroud, de Nabak, de tous ces villages que le Hezbollah a contribué à rendre à la souveraineté syrienne et à l'autorité syrienne, et sûrement le village de Qusayr, qui a été le premier village à avoir été libéré et que le Hezbollah a permis à l'armée syrienne de récupérer et de finir avec les terroristes de Daesh et de Nusra qui étaient installés à Qusayr. J'aimerais revenir sur un point que vous avez abordé, donc le partage finalement des zones d'influence en Syrie par les grands acteurs géopolitiques impliqués dans le conflit. Est-ce que vous pensez que finalement on va vers une partition de la Syrie qui sera actée, c'est-à-dire avec un État syrien où Bachar al-Assad resterait en place, mais réduit, et puis une reconfiguration complète de la zone? Vous avez actuellement, ceci à un certain moment semblait poindre à l'horizon. Il y a deux bémols. Le premier, c'est que nous constatons que les zones d'influence des forces anti-gouvernementales en Syrie, qu'elles soient d'obédience libérale ou islamiste, est en train, sauf en excluant les régions kurdes, évidemment, sont en train de fondre un peu. Donc, si vous voulez, ils sont en train de perdre
de leur consistance. Les territoires contrôlés par les opposants au régime, aujourd'hui, ne sont plus reliés entre eux. Nous avons affaire à des zones qui sont plutôt isolées les unes des autres. C'est ce que a permis l'intervention du Hezbollah et c'est ce qui a permis l'aide majeure apportée par l'aviation russe. Donc, actuellement, il est toujours possible d'imaginer une solution un peu à la bosniaque. Mais ceci est en train de connaître, si vous voulez, une chance qui s'amoindrit. Parce que les zones d'influence et les zones où s'étendent ces milices sont des zones qui sont en train de reculer. Il est nécessaire de constater que les Russes ont une influence grandissante en Syrie, surtout au nord et au nord-ouest de la Syrie. Il va de soi que, comme je viens de le rappeler, actuellement les Américains aussi commencent à avoir une influence à l'est de la Syrie, dans les régions kurdes et pas seulement. Au sud de la Syrie, ils ont une très grande base. Et se pose la question de la course vers Deir ez-Zor. La réponse à votre question viendra quand il s'agira de savoir qui va liquider les dernières forces de Daesh qui se trouvent dans ce qu'on appelle la Badia ou le désert syrien. Si ceci est fait par l'armée syrienne, ceci va changer la configuration. Si les Américains vont avoir recours à des milices qui sont d'obédience islamiste, mais pas de Nosra, ou bien à l'armée, soi-disant, à l'armée syrienne libre, s'ils vont avoir recours à des forces arabes et qu'ils vont étendre leur influence et leur zone d'occupation géopolitique au sud et à l'est de la Syrie, à côté des zones d'occupation kurdes, à ce moment-là, nous aurons une configuration qui pourrait ressembler un peu à ce que la Bosnie a connu. Et éventuellement, on aurait une sorte d'accord de Dayton à la syrienne. Mais encore, je crois que nous sommes encore un peu loin de pouvoir imaginer une sortie, vu que la liquidation de Daesh n'a pas encore eu lieu. Il ne faut pas oublier que Daesh est encore même à Raqqa. Elle est à Deir ez-Zor, elle est à Mayadine, elle est à Abu Kamal, elle est à côté de Palmyre. Et même pas très très loin de Dera, dans certaines régions. Et même dans certains faubourgs, pas très très loin de Damas. Donc, Daesh n'est pas encore liquidé. Comme je l'ai évoqué, il y a le cas Al-Nusra, qui est en fin de compte Al-Qaïda. Est-ce que tout ceci va connaître une intervention aussi dans la région d'Idlib? Le sort, si vous voulez, la configuration politique dépendra de l'évolution de la situation géostratégique sur le terrain et de l'évolution des forces sur le terrain et surtout de l'équilibre entre les deux superpuissances, parce qu'il est bon de rappeler que les deux superpuissances aujourd'hui sont sur le terrain en Syrie. Nous avons des bases russes, de très grandes bases russes, notamment dans la région côtière de Tartous et dans la région de Hmeimim, qui se trouve donc dans le nord-ouest de la Syrie. Nous avons aussi une présence russe significative à Alep. Les Russes ont été les parrains de l'accord qui a permis l'évacuation des combattants d'Alep. Ils sont présents militairement à Alep. Ils sont présents à Homs, où ils ont parrainé un accord d'évacuation de certaines forces non islamiques à Homs. Et même dans les banlieues de Damas, les Russes font des accords dans certains quartiers et assurent une présence militaire de contrôle. Donc, si vous voulez, la Russie voit son rôle grandir dans tout ce qui est à l'ouest de la Syrie et dans les grandes villes de Syrie, tandis que nous constatons une présence américaine de plus en plus croissante et de plus en plus numérique et de plus en plus qualitative à l'est et au sud-est de la Syrie. Sans oublier la présence des deux grandes forces régionales, je veux dire par là l'Iran, à travers certaines milices irakiennes, et la Turquie. Donc, à partir de ce moment où vous avez tous les acteurs, sans oublier, évidemment, je n'oublie pas le rôle des Jordaniens et des Saoudiens, surtout les Saoudiens, les Qataris et les Émiratis pour les finances, et les Jordaniens dans leur influence militaire au sud de la Syrie, et pas très loin de Damas, parce qu'il ne faut pas oublier que Damas se situe au sud de la Syrie. Et Damas n'est pas très loin de la frontière jordanienne,
est pas très loin de la frontière palestinienne. Donc, si vous voulez, évidemment, Damas est à 30 km de la frontière libanaise. Il faut juste rappeler que Damas est enclavé bien au sud et dans une position stratégique difficile. Donc, la présence russe à Damas aussi est significative. Ceci vient dans un contexte régional très compliqué, qui complique encore plus la donne en Syrie. Pourquoi? Si nous constatons ce qui s'est passé récemment en Arabie Saoudite, nous sommes devant un coup d'État. Et c'est le deuxième. Il faut rappeler qu'à la base, l'Arabie Saoudite, par le père fondateur, dans sa constitution que le fondateur a fait, Ibn Saoud, il est clairement disposé que le trône se transmet entre les fils d'Ibn Saoud de frère en frère. Or, le dernier roi, ce n'est pas son frère qu'il a nommé comme vice-roi, il a nommé son neveu, qui était Mohammed Ben Naïf, qui était ministre de l'Intérieur. Et il a pour la première fois nommé son fils ministre de la Défense et vice-vice-roi. Donc, si vous voulez, c'était une nouveauté, c'était un premier coup d'État. Puis, après la visite, je dirais, qui allait tourner au carnaval de M. Trump en Arabie, s'il n'y avait pas une perte de 500 milliards de dollars, dont une grande partie des contrats d'armement et des contrats de construction qui sont utiles à l'industrie américaine peut-être, mais tout à fait inutiles à l'Arabie Saoudite, sauf pour dégarnir ses fonds souverains et son pactole pétrolier. Le deuxième coup d'État, c'est que le vice-roi, qui était le neveu du roi, est démis de ses fonctions de vice-roi, de successeur du roi, de ministre de l'Intérieur, le tout à la faveur du fils du roi. C'est-à-dire, pour la première fois en Arabie Saoudite, depuis 75 ans, nous avons le vice-roi qui est le fils du roi, qui concentre entre ses mains la défense, l'intérieur et tous les pouvoirs. Et ça, c'est un vrai coup d'État. De là, la question qui se pose, est-ce que pour faire ce coup d'État, il a fallu payer tout cet argent aux Américains dans des contrats qui sont tout à fait inutiles? Il est bon aussi de rappeler que l'armée saoudienne n'a jamais utilisé ces armes qu'elle achète et qu'elle emmagasine, sauf une fois pour l'effet d'armes. C'était contre le plus pauvre des pays arabes, après le Soudan, le Yémen. Ils ont utilisé tout cet armement sophistiqué pour bombarder une population pauvre, une population qui a besoin de tout sauf d'avoir des bombes. Alors, les Saoudiens ont détruit le Yémen et continuent à le faire, sous prétexte qu'il y a une influence iranienne. Tout le monde sait que le Yémen est à plus de 3-4 000 km des frontières iraniennes, et pourtant, c'est le Yémen qu'on détruit. Le Yémen qu'on détruit avec les armes que monsieur le roi d'Arabie a achetées à monsieur Trump. Ceci fait que, dans ce contexte, l'affaiblissement de l'alliance arabe autour de l'Arabie Saoudite dans l'affaire yéménite fait que cette perte d'influence influe sur la politique saoudienne, tant en Syrie qu'au Liban. Et évidemment, la crise avec le Qatar est aussi un autre aspect des complications régionales et a ses répercussions en Syrie, parce que aussi les Qataris ont des milices qu'ils financent à travers les frères musulmans en Syrie, qui se sont battus avec des milices soutenues par l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, vous avez eu autour de Damas des régions contrôlées par les soi-disant rebelles qui s'entretuaient entre eux. Parce que les uns étaient financés par les Qataris, les autres étaient financés par les Saoudiens et les Émiratis. Donc, la question yéménite vient compliquer aussi la question syrienne, du fait que beaucoup de pourvoyeurs de fonds, qu'ils soient Qataris, Saoudiens ou Émiratis, ont leur homme de main en Syrie et au Yémen. Ce qui rend encore la région plus compliquée et ce qui rend les conflits encore plus exacerbés. J'aimerais attirer l'attention sur un point très important, c'est que ce qui se passe au Yémen est un véritable carnage. Une population pauvre, démunie de tout, qu'on bombarde et qu'on encercle. D'où l'apparition du choléra, de la typhoïde et beaucoup de maladies qu'on pensait au XXIe siècle complètement éradiquées.
la population du Yémen subit un bombardement constant et les milices pro-Golfe, on va appeler ça comme ça, occupent l'est du Yémen. Mais malheureusement, elles s'entretuent entre elles parce qu'elles n'ont pas le même projet. Le gouvernement fantoche installé par les Saoudiens à Aden ne contrôle pas Aden. Il y a des milices frères musulmans qui contrôlent une partie d'Aden. Une partie de la région à l'est d'Aden, Abian, est contrôlée par des milices soutenues par les Émirats arabes unis, qui ont leur propre projet pour la région. Tous ces gens-là s'entretuent entre eux. Il n'y a aucun respect de ce qu'on appelle le gouvernement saoudien installé, le gouvernement yéménite installé à Aden. Et il y a un bombardement constant par des populations qui ont besoin de tout, sauf d'eau. Le Yémen a besoin de tout. Et si les Saoudiens voulaient avoir une influence, ils considèrent que les Iraniens en ont une, si à la place d'utiliser des bombes, ils avaient conçu des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, ils auraient une influence plus grande. Et ils auraient gagné beaucoup plus d'influence que les bombes qu'ils utilisent. Et je ne crois pas que les Iraniens auraient pu les concurrencer dans ce domaine. Mais évidemment, en utilisant des bombes, si les Saoudiens utilisent des bombes et les Iraniens utilisent des moyens humanitaires, je crois que même si ce serait le Congo qui le ferait, je crois que les Yéménites se sentiraient pro-Congo ou pro-Guatemala si c'était le Guatemala plutôt que pro-saoudien. Nous sommes devant une tragédie. Une tragédie, j'attire l'attention sur la tragédie du Yémen que la presse internationale n'évoque pas assez, malheureusement. Et j'ai le plaisir, grâce à vous, non-alignés, d'évoquer ce problème et d'attirer l'attention sur la tragédie du Yémen. Le Yémen vit une véritable tragédie et il risque aussi d'être partagé. Le nord du Yémen, qui est sous le contrôle actuellement d'un gouvernement mixte formé d'anciens soutiens du président Saleh avec les rebelles qu'on appelle les rebelles Houthis, qui sont les rebelles du parti appelé Ansar Allah, contrôle le nord du Yémen, et le sud du Yémen qui, comme je vous l'ai dit, va à volo. Et il y a un projet un peu démagogique que certains aux Émirats arabes unis sont en train d'imaginer, qui serait éventuellement, après le décès du sultan Qaboos d'Oman, de créer un super grand Émirat arabe uni qui engloberait donc évidemment le sultanat d'Oman et une partie de la région d'Abian qui est l'est du Yémen jusqu'au port d'Aden. Comme ça, il y aurait un super Émirat arabe uni qui irait du Golfe arabo-persique jusqu'au port de la mer Rouge. Et ce rêve, qui est à mon avis un rêve démentiel, vient du fait que, évidemment, nous sommes devant un pays qui est Abu Dhabi et son ministre de la Défense et son prince héritier, qui ont des rêves démagogiques. Évidemment, les fonds de pension qu'ils ont et les fonds souverains qu'ils ont, estimés à 300 milliards d'euros au moins, leur permet de rêver. Mais j'espère que ces rêves ne seront pas des projets qui vont aboutir à plus de destruction, plus de division, plus de partage, parce que les guerres entraînent plus d'interventions externes dans la région, une région qui est déjà très éprouvée par toutes les interventions extérieures. Et si jamais le conflit yéménite continue, il est clair qu'il risque de s'étendre et il risque d'entraîner même une partie de l'Arabie saoudite dans la guerre, il risque d'entraîner une partie d'Oman dans la guerre, et on risque de s'enliser aussi dans une guerre éternelle, ce qui augmenterait le chaos régional. Déjà, la Libye est un pays incontrôlé, le sud du Soudan, que les Occidentaux ont séparé du Nord, devient complètement incontrôlable. Si le Yémen aujourd'hui est complètement incontrôlable, l'Irak est dans l'état que vous connaissez, la Syrie, on vient de le décrire. Si en plus il y a un conflit qui engloberait le sultanat d'Oman dans la région, je crois que le conflit deviendrait incontournable et la région connaîtrait encore plus d'effusion de sang, plus de destruction.
il va sans dire que celui qui profite le plus de tous ces conflits, c'est l'entité sioniste, c'est le projet de morcellement de tout l'Orient arabe qui a l'avantage du sionisme et de l'entité sioniste qui profite de tous ces conflits qui malheureusement détruisent la région et exacerbent les conflits confessionnels, ethniques et religieux. Ce sera peut-être ma dernière question pour cet entretien. Finalement, il y a quelques années, on avait vu apparaître cette carte du militaire américain qui montrait le redécoupage du Moyen-Orient avec justement le Kurdistan qui était un État à part entière. Est-ce que s'il y a derrière ce chaos vraiment un projet de chaos contrôlé et de redécoupage du Moyen-Orient, ou bien est-ce que ça prend un petit peu les formes selon les circonstances? Vous avez parlé par exemple de l'entité sioniste qui vise finalement le Grand Israël, donc il y a un intérêt à ce que les grands géants géopolitiques de la région s'affrontent et se morcellent. Est-ce que dans le temps, selon vous, il y a une vision qui consiste vraiment à détruire pour reconstruire un nouvel ordre derrière? Nous sommes en 2017, donc 100 ans après la fameuse déclaration de Belfort, et 101 ans après les accords Sykes-Picot. Est-ce que nous sommes devant de nouveaux accords Sykes-Picot? Est-ce que la région va être remodelée, vu l'apparition de nouvelles forces? Que ce soit le retour de la Russie sur la scène internationale, avec le président Poutine, que ce soit le rôle grandissant de l'Iran, qui n'est plus un pays qui était, comme dans le temps, un pays exclu, qui devient un pays de nouveau avec qui il y a une collaboration et qui acquiert une dimension régionale. De même pour la Turquie. Est-ce que la nouvelle Turquie du président Erdogan va-t-elle reprendre ses rêves islamiques ou va-t-elle reprendre ses rêves d'empire? Est-ce que nous serons de nouveau en train de voir la renaissance de certains projets? La question se pose avec acuité. Surtout que malheureusement le projet arabe, lui, est inexistant. Depuis la disparition du président Nasser, malheureusement le pays arabe le plus grand, l'Égypte, depuis Camp David, ne joue plus son rôle de moteur de la nation arabe et n'a plus son rôle d'unificateur ou bien de défenseur des pays arabes. Nous constatons malheureusement que la politique égyptienne est d'un suivisme navrant par rapport aux décisions des pays du Golfe, notamment de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Au moment où nous nous attendons à ce que l'Égypte joue un rôle majeur, tant dans le conflit syrien, que dans le conflit libyen, que dans l'affaire du Yémen, que dans l'affaire même du fameux et nouveau conflit, entre guillemets, entre le Qatar d'un côté et les 4 alliés de l'autre. Or, ce que nous constatons, c'est plutôt un suivisme total égyptien des décisions émiraties et saoudiennes. Surtout que l'affaire est un peu anecdotique. Parce que si le reproche essentiel qu'on fait au Qatar, c'est d'être proche de l'Iran, il faut rappeler que pendant le boycott et le blocus fait à l'Iran, les Émirats arabes unis, surtout Dubaï, étaient le pays qui permettait à l'argent iranien de circuler. Les relations et les banques iraniennes aux Émirats arabes unis ont une influence beaucoup plus grande qu'ils n'ont au Qatar. Donc, si vous voulez, si on reproche au Qatar de soutenir ou d'être proche de l'Iran, il faut commencer par faire le ménage chez soi. Mais derrière tout ça, y a-t-il des grands intérêts économiques pétroliers? Y a-t-il des projets de privatisation de certaines grandes entreprises saoudiennes? Y a-t-il un jeu d'influence entre les fonds souverains, qu'ils soient qataris, émiratis, saoudiens? Est-ce que la finance mondiale de M. Soros et compagnie a une influence dans ces conflits qu'on est en train de créer artificiellement entre tous ces pays arabes, ce qui permet que ces chaînes télévisées, satellitaires, passent leur temps à s'insulter les unes les autres ou à insulter les dirigeants de certains pays? Est-ce que ceci
est voulu pour pouvoir instaurer encore plus d'influence sioniste. Parce que derrière tout ça, il y a un projet de normalisation, c'est-à-dire qu'il y a une volonté dans certains pays arabes de dire oh, l'ennemi c'est pas les sionistes, c'est plus Israël, c'est plus l'occupation de la Palestine, ce n'est plus les colonies, ce n'est plus le fait d'avoir délogé 7 millions de Palestiniens de leur terre, ce n'est plus le fait d'avoir fait le massacre de Cana et d'autres que je ne vais pas évoquer de nouveau au cours de cette émission. C'est de dire non, tout ça, Israël n'est pas l'ennemi, le sionisme c'est des amis, l'ennemi c'est l'Iran, l'ennemi c'est le Perse, l'ennemi c'est le projet qu'on appelle de croissance chiite, de créer un nouveau conflit pour essayer de rapprocher, entre guillemets, certains régimes arabes vers la bergerie américano-israélienne. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas une volonté de recréer une nouvelle mentalité qui dit, actuellement, on ne parle plus d'arabité, on va parler de sunnites, de chiites, de chrétiens, de druzes, de musulmans, d'alaouites, d'ismaéliens, de grecs catholiques, de grecs orthodoxes, de salafistes, de wahhabites, de tuer l'entité nationale du peuple arabe, tandis que par contre, on parle de culte. Personne n'évoque qu'il y a des cultes chiites qui sont les fayliyas. Quand on parle de culte, on dit les cultes, on ne dit pas les cultes sunnites, les cultes chiites, on dit les cultes. Mais quand on parle d'arabes, on ne dit pas les arabes, on dit un tel chiite a dit, un tel sunnite a dit, un tel chrétien a dit, un tel druze a dit. Mais par contre, quand un turc parle, on dit un turc a parlé. Mais il faut rappeler qu'il y a des alévis en Turquie. Il y a une minorité alévie d'environ 15 à 20 millions. Personne ne dit le turc alévi a dit une phrase. On dit le turc a dit. En Iran, il y a 20% de sunnites. Personne ne dit le sunnite iranien a dit. Mais par contre, il suffit qu'un Irakien ou un Syrien ou un Libanais parle pour qu'on dise le dirigeant sunnite syrien a dit une telle chose, le dirigeant chiite irakien a répondu ainsi, le chrétien libanais a sorti cette phrase, le maronite libanais a sorti une autre phrase, le grec orthodoxe libanais lui a répliqué comme ça. Bientôt, on va finir par dire aussi le grec orthodoxe de la Beka a donné cet avis, le maronite de la côte a répondu d'une autre façon, et puis après, on irait où? On irait voir dans les villages aussi et dans les faubourgs. Cette volonté d'émiettement, d'éparpillement, de tuer l'essence même de ce peuple, qui a une histoire à défendre et qui malheureusement lui-même ne se défend pas. Vous voyez, un héritage magnifique comme celui de Babylone, comme celui de Bagdad, à différentes époques, malheureusement n'est pas défendu d'une manière suffisante par les Arabes. Voilà, donc nous sommes, oui, devant un projet d'émiettement, oui, nous sommes devant un projet de s'expliquer, surtout qu'en contrepartie, il n'y a aucun projet, aucun dessein arabe. Et les élites arabes, malheureusement, ne sont pas à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Ils ne font que critiquer, que se lamenter, canaliser. Ils ne proposent pas un projet, un dessein futur. Ils ne constituent pas, et ne cherchent même plus à constituer, malheureusement, une alternative pour que les jeunes puissent croire en eux. Parce que le terrorisme et le fanatisme musulman et tout ce qui est extrémisme vient aussi une partie d'un désespoir. Parce que vous êtes devant des populations qui n'ont plus espoir en rien. Pourquoi à l'époque de Abdel Nasser, ou à l'époque où il y avait le parti nationaliste arabe comme le Baas, le mouvement national arabe, comme à l'époque où il y avait tous ces partis, personne ne parlait de terrorisme, personne ne parlait d'extrémisme. Parce qu'il y avait un destin, il y avait un projet, il y avait un espoir, qui était l'indépendance, l'unité, la prospérité économique, la répartition des richesses. Et il y avait le fameux slogan de feu le ministre saoudien du pétrole, qui était un nationaliste arabe, lui, Abdallah Toureki, qui disait le pétrole des Arabes aux Arabes. C'est-à-dire, nous allons utiliser cette manne pétrolière pour développer les pays arabes. Et qu'a-t-on fait de cette manne pétrolière? On a acheté des hôtels, des clubs de foot, on a acheté des armes qui sont en train de pourrir dans les greniers et dans les hangars, et ceux qui ne pourrissent pas dans les hangars finissent sur la tête des Yéménites ou sur la tête des Syriens. Est-ce que c'est pour ça que toutes ces armées arabes se sont armées? Est-ce qu'on a dépensé des centaines de milliards, peut-être des trillions de milliards, qui sait, depuis 75 ans, pour que cet argent finisse en poudre ou bien finisse en fer rouillé
ou en plastique rouillé dans des dépôts, ou sur la tête des pauvres Syriens et Yéménites ou Libanais, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que la jeunesse arabe aujourd'hui est perdue, déboussolée, ce qui facilite et crée un terreau très favorable à l'extrémisme, et crée un terreau très favorable au fanatisme, et crée un très fort terreau au terrorisme. Le seul espoir, si on veut vraiment éradiquer totalement le terrorisme, le fanatisme, l'extrémisme, tout ce qui est cette intolérance qui en fait ne correspond pas à l'histoire millénaire de cette région qui a connu une ouverture du temps de Babylone, du temps de Bagdad. Il n'y avait pas du tout de fanatisme. Si on se rappelle les poètes de Bagdad qui buvaient du vin et qui répondaient ostentatoirement au mufti de Bagdad que oui, nous buvons du vin, il y avait une tolérance incroyable dans la capitale de l'Empire. Où est-elle aujourd'hui cette intolérance? Parce qu'il n'y a plus de projet national arabe. La seule possibilité d'arrêter le fanatisme, c'est de dire aux habitants de cette région, vous êtes environ 400 millions sur un territoire de 14 millions de kilomètres carrés, vous pouvez vous construire un avenir, vous n'avez pas besoin de prendre des bateaux pour aller vous exiler, vous n'avez pas besoin de marcher pour aller vous réfugier, vous n'avez pas besoin de courir les ambassades, vous aurez votre avenir dans votre pays, vous aurez la liberté, vous aurez le travail et vous aurez l'unité. D'où les slogans qui étaient les slogans du nationalisme arabe: unité, liberté, socialisme ou égalité sociale. Je crois que ce sont les trois choses qui peuvent donner un espoir à cette région. Sinon, on va aller encore plus vers le morcellement, vers plus d'interventions étrangères, vers plus de fanatisme. Ça pourra changer de nom. Vous savez, aujourd'hui, ça s'appelle Al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh. C'était Baghdadi. Avant, il y avait Zarqawi, avant Baghdadi. Et qui sait demain qui pourrait... Il y avait Ben Laden aussi. Qui sait demain qui pourrait émerger? Ce qui est important, c'est de donner aux habitants de cette région un espoir et de donner un avenir, de créer un dessein. Et malheureusement, les élites arabes pour le moment ne font pas leur devoir, et je suis très critique, évidemment cette critique s'appliquerait à moi, je suis très critique vis-à-vis de tous les nationalistes arabes, moi y compris, qui ne font pas assez à mon avis pour essayer d'être une alternative, pour arrêter cette folie furieuse qui permet aux puissances étrangères d'agir exactement comme elles agissaient au cours de l'époque coloniale, malheureusement. Monsieur Moutran, merci beaucoup et à bientôt sur les non-alignés. Merci beaucoup et merci aux non-alignés.